Bonjour. Si je vous dis Kremlin, Place Rouge ou encore Chapka, vous pensez sûrement à Moscou. Eh bien ça n'a absolument rien à voir avec notre destination du jour. Aujourd'hui, nouvel épisode d'À la découverte dans lequel nous partons chez nos voisins les Anglais et plus précisément au cœur du point névralgique de ce beau pays, la capitale, Londres. Avant le départ, c'est toujours intéressant de se renseigner un peu sur notre destination. Alors, Londres est la capitale du Royaume-Uni. Rien de nouveau jusqu'ici. Avec un peu moins de 9 millions d'habitants, elle est la deuxième ville la plus peuplée d'Europe, derrière Moscou et ses 12 millions d'habitants. Eh mais, attends, du coup il y a bien un rapport entre Moscou et cette vidéo ? La fondation de la ville par les Romains remonte à il y a de ça 2000 ans. Celle-ci fut baptisée Londinium, et la construction de son pont, l'actuel London Bridge, contribua fortement au développement de la cité. Au cours du 9e siècle, la ville est renommée Lundenburg par les anglo-saxons et devient par la suite la plus grande et prospère cité de l'Angleterre. Cependant, la croissance de la ville est stoppée net par la peste noire dont une épidémie décime 20% de la population en 1665 avant qu'un incendie ne vienne détruire une grande partie des habitations l'année qui suit. Aujourd'hui, elle reste l'une des métropoles les plus importantes au niveau mondial, en ayant par exemple organisé 3 fois les Jeux Olympiques et accueillant chaque année 20 millions de touristes, ce qui la classe à la 2e place du classement mondial, juste derrière Bangkok. Avec une telle renommée, on se dit que ça doit être très joli, mais ça doit être que des énormes attractions touristiques que plus ou moins tout le monde connaît. Alors, oui, et pas forcément. Mais on va quand même commencer par les énormes attractions touristiques que plus ou moins tout le monde connaît. Alors, l'un des monuments les plus connus de la capitale anglaise est Big Ben, cette fameuse tour et son horloge iconique faisant partie du palais de Westminster. Ouais, mais en fait à la base, Big Ben est le nom de la grande cloche qui se trouve au sommet de la tour de l'horloge. Et cette tour, auparavant appelée Clock Tower, elle s'appelle la Elizabeth Tower. Je vous préviens, dans cette vidéo, il va y avoir un niveau d'accent formidable. Donc en fait, l'usage commun de Big Ben pour désigner la tour dans son ensemble, c'est une métonymie. Caser une figure de style, check. Il y a quelques secondes, j'ai évoqué le palais de Westminster. Mais quand vous entendez ce mot, Westminster, ça doit vous évoquer un autre monument bien connu de Londres, la Westminster Abbey. J'adore prendre l'accent anglais. On ne présente plus cette abbaye de style gothique dont la construction remonte au XIIIe siècle et qui est l'une des merveilles du patrimoine mondial. Bon allez, une petite info quand même. L'abbaye doit son nom au fait qu'elle est située à l'ouest de la cité de Londres. Petite info inutile, check. Bref, l'autre édifice religieux principal de la ville, c'est la cathédrale Saint-Paul. Elle est assez facilement reconnaissable par son dôme qui peut faire penser à celui de la basilique Saint-Pierre du Vatican. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce monument est la 5e cathédrale de l'histoire de Londres. La première de ces cathédrales, réalisée en bois, fut érigée à la fin du 6e siècle. Ravagée par plusieurs incendies, elle fut détruite avant d'être reconstruite quelques années plus tard. Mais avant d'être pillée et saccagée par les Vikings au 9e siècle. Elle fut une nouvelle fois rebâtie avant d'être à nouveau détruite dans un incendie en 1087. Ça commence à faire beaucoup. Mais heureusement, par la suite, naît le projet d'une nouvelle cathédrale gothique avec une flèche culminant à tout de même 164 mètres. Et tout est bien qui finit bien. Bon, vous vous souvenez du grand incendie de 1666 qui a détruit énormément de bâtiments ? Ben, la cathédrale en faisait partie. C'est ballot. Bon, en vrai, on a parlé de Big Ben, de l'abbaye de Westminster, de la cathédrale Saint-Paul, mais le monument mythique de Londres, c'est Buckingham Palace, la résidence officielle de la famille royale. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est la plus grande attraction touristique de la ville, et je préfère pas trop m'attarder dessus. Pour terminer cette partie, on va plutôt se diriger vers le musée de Madame Tussauds. Alors, en dehors du fait que c'est un musée de cire, qu'il y a énormément d'attentes et que le prix de la visite est quand même vachement abusé pour ce que c'est et le temps qu'on y passe, qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà que le musée a été fondé en 1835 par Marie Tussaud, une artiste française, d'où le nom à la sonorité très française. Bon, c'est pas l'info du siècle. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'il existe 16 musées Madame Tussauds à travers le monde. Pour ce qui est de celui de Londres, on retrouve bien évidemment des représentations de célébrités qui sont, selon moi, pas franchement intéressantes. Par contre, une bonne surprise nous attend à la fin de la visite, un embarquement pour la Londres victorienne. On est alors plongé en plein cœur de cette époque charnière de l'Angleterre moderne. Plusieurs classes sociales et métiers y sont représentés, de l'écrivain au boulanger en passant par l'ouvrier. Et évidemment, une partie du circuit est dédiée au monde de l'industrie, qui était à l'époque le symbole de la ville. Finalement, ce petit voyage improvisé conclut d'une belle manière cette excursion. Bon allez, je vous présente mes 3 statues de cire préférées. En numéro 3, la statue d'une aristocrate qui respire. En numéro 2, le meilleur président des États-Unis. LOL. Et en première place, The Incredible Hulk. Ou alors l'incroyable Hulk. Bon, en tant que voyageur, qu'est-ce que je peux faire après avoir visité les attractions les plus touristiques de la ville ? Bah, faire les magasins. Alors, à Londres, il y en a pour tous les goûts. Des boutiques de haute couture sur Bond Street ? Non. Des grandes chaînes de magasins réputées sur Oxford Street ? Non. Harrods, un magasin de luxe sur plusieurs étages. Il y a des peluches dans le magasin ? Oui, il y a des peluches dans le magasin. Ok, cool, on y va. Bon, je
crois que je commence à comprendre. Le M&M's World? Ah bah évidemment, en plus j'ai besoin de caleçons. Bon, tant qu'on y est, on va au Lego Store. Tu verras, ils ont plein de constructions en Lego bien stylées. Une mosaïque, un dragon, et même Big Ben. Attention, c'est une métonymie. Oh ta gueule. Désolé. Allez, sois pas triste. On va au Disney Store? Oh, ouais, j'adore Moana, et le Roi Lion, et Iron Man, et les peluches. Je sens que je vais regretter ce que je m'apprête à dire, mais tu veux aller à Hamleys? Hamleys? Sur Regent Street, l'un des plus grands magasins de jouets du monde, sur 7 étages. Ouais, bon, j'avoue, ça ressemble au paradis. Bon, sinon, et pour redevenir sérieux, le dernier magasin que je voulais vous présenter est une petite échoppe tout à fait atypique, mais finalement très caractéristique de l'Angleterre. The House of Minalima. Cette pittoresque boutique abrite une collection d'objets issus de l'univers de Harry Potter, dont une partie est disponible à la vente. En se basant sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, on pourrait croire que Londres est une ville dans laquelle on ne peut pas respirer, se ressourcer. Eh bien, c'est faux, comme nous allons le voir dans la partie suivante. Déjà, le premier lien entre Londres et la nature, c'est la Tamise. The Thames. D'une longueur de presque 350 km, elle est l'un des éléments majeurs de l'histoire de la ville. En effet, le fait que les premiers habitants s'installèrent au bord de ce fleuve n'est pas anodin, car celui-ci leur fournissait une source d'eau et de nourriture et représentait une voie idéale pour le commerce. D'ailleurs, la Tamise et par extension le port de Londres devinrent par la suite une plaque tournante du commerce international. Depuis quelques années, la Tamise a pris une dimension plus touristique, avec des croisières qui permettent d'admirer, de jour comme de nuit, certains des plus beaux monuments de Londres, comme The Shard, le palais de Westminster, ou encore le London Eye. L'un des principaux enjeux pour les Londoniens au cours de l'histoire fut de parvenir à relier les deux rives du fleuve. Le London Bridge, que nous avons évoqué dans l'introduction de cette vidéo, est le plus ancien pont de la ville. Tout d'abord construit en bois peu après la fondation de Londinium, il fut modifié à plusieurs reprises, passant de ce matériau à la pierre, puis au granit, avant de devenir en 1973 le pont que nous connaissons aujourd'hui. Le symbole de la Tamise londonienne est bien évidemment le Tower Bridge. Ce pont à bascule, érigé en 1964, reste l'une des infrastructures les plus impressionnantes au monde avec ses deux tours de 65 mètres de haut. Le dernier pont dont je voulais vous parler est le Millennium Bridge. Si celui-ci vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous l'avez aperçu au tout début du film Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Bien que les ponts de Londres soient reconnus mondialement, il existe une autre construction tout aussi impressionnante, un tunnel sous la Tamise. Débuté en 1825, le projet vit le jour grâce au tunnelier inventé par Marc-Isambard Brunel, qui inspira notamment les systèmes utilisés pour creuser le métro de Londres. C'était à l'époque un réel défi, car il s'agissait du tout premier tunnel à être creusé sous une voie navigable. Malheureusement, les problèmes d'inondation furent nombreux, tout comme les incidents liés aux travaux qui prirent bien du retard. Le projet fut abandonné en 1828, mais il reprit 12 ans plus tard grâce à un prêt du gouvernement anglais. La construction s'acheva alors en 1842, 17 ans après le début du chantier. Et l'attraction fut une réelle réussite. Près d'1 million de personnes, dont la reine Victoria et le prince Albert, vinrent emprunter le tunnel dans les 3 mois suivant son inauguration. Puis les piétons furent finalement remplacés par des trains à partir de 1869, et aujourd'hui le tunnel est traversé par la ligne Overground du métro. Alors certes, la Tamise fait office de liaison entre Londres et la nature, mais la ville compte, avec ses nombreux parcs, de véritables oasis de verdure et de tranquillité. Londres est d'ailleurs l'une des capitales les plus vertes au monde, avec plus de 173 km² d'espace vert, une surface qui représente 1,6 fois la superficie de Paris. Le plus grand parc du centre de Londres est Hyde Park. Il doit son nom à sa plus ancienne partie, d'une superficie d'un Hyde, une ancienne unité de mesure anglaise. Il est l'un des 9 parcs appartenant à la famille royale et est autant fréquenté par les touristes que par les Londoniens qui viennent s'y promener, courir ou même parfois bronzer. Grâce à son grand point d'eau, on peut y observer de nombreux oiseaux tels que des cygnes, des canards ou encore des oies. Non loin de Buckingham Palace se trouve St James Park, le plus ancien des parcs royaux de la ville. On y retrouve un petit lac, ainsi que la Duck Island, une réserve pour les palmipèdes, et on peut y apercevoir, dans l'alignement des rives du point d'eau, une partie de la résidence royale. Mon parc préféré à Londres est le Regent's Park. C'est un parc royal, oui encore un, situé à proximité du musée de Madame Tussauds. Et ce qui fait sa renommée, c'est son paysage. Sa végétation luxuriante, l'architecture de ses jardins, ses parterres de fleurs sophistiquées et colorées, sa petite cascade, son lac artificiel, ou encore ses fontaines fantaisistes. Si vous êtes à la recherche d'un endroit paisible pour flâner ou vous reposer, c'est clairement une destination privilégiée. En plus, avec un peu de chance, vous recevrez peut-être la visite d'un petit rongeur pour le moins pas farouche.
Bien, quittons désormais les parcs verdoyants de Londres et retournons en pleine ville afin de nous intéresser aux traces historiques présentes au sein de la capitale. En effet, certains monuments de la ville font office de véritables témoins des époques passées. Tandis que certains commémorent un événement particulier, d'autres s'inspirent d'anciennes infrastructures iconiques, et d'autres encore nous viennent tout droit de l'Antiquité. Commençons avec le Marble Arch. Érigé en 1828, cet arc de triomphe en marbre blanc est une authentique inspiration de l'arc Constantin de Rome. Et en effet, en observant ces deux édifices, on remarque assez facilement la ressemblance. Initialement installé face à Buckingham Palace afin d'en être une entrée triomphale, il fut déplacé en 1851 sur ordre de la reine Victoria, qui désirait se débarrasser de cette horreur qui gâchait la beauté de son palais. Les goûts et les couleurs, hein. L'arc est depuis situé près de Hyde Park, à l'endroit précis où se trouvait le Tyburn Tree, endroit où jusqu'en 1783 avaient lieu de très nombreuses exécutions publiques, par pendaison, qui étaient à l'époque de véritables fêtes. Les goûts et les couleurs, hein. En vous promenant le long de la Tamise, il se pourrait que vous soyez un peu surpris en arrivant aux alentours de la station Embankment. En effet, on y tombe nez à nez avec un obélisque. Commandé par le pharaon Thoutmôsis III en 1460 avant notre ère, c'est l'un des plus anciens vestiges de la ville, âgé de presque 3500 ans. Appelé Cleopatra's Needle, ce monument ne présente en réalité quasiment pas le moindre rapport avec Cléopâtre. Ouais, c'est bizarre. En fait, il a été appelé de la sorte parce qu'il a été amené à Londres en 1878 en provenance d'Alexandrie, la ville royale de Cléopâtre. Ouais, c'est léger. C'est Muhammad Ali, le dirigeant de l'Égypte et du Soudan à l'époque, qui offrit l'obélisque au Royaume-Uni en commémoration de la victoire des Britanniques face à l'armée de Napoléon lors de la bataille du Nil et de celle d'Alexandrie. L'aiguille de Cléopâtre est entourée de deux faux sphinx égyptiens en bronze qui, dû à leur installation, ont l'air de regarder l'obélisque plutôt que de le garder. En y regardant de plus près, on remarque de nombreux éclats au niveau de l'obélisque et de ses observateurs. Une plaque indique que les cicatrices qui défigurent le piédestal de l'obélisque, les bases des sphinx et le sphinx de droite furent causées par les fragments d'une bombe lâchée sur la voie ferrée près de cet endroit durant le premier raid de l'aviation allemande sur Londres, quelques minutes avant minuit, le mardi 4 septembre 1917. Ces impacts sont considérés aujourd'hui comme les témoins de la première des nombreuses vagues de carnage que la ville subit durant les derniers mois de la Grande Guerre. Le dernier des monuments historiques de la ville dont je voulais vous parler porte le sobre nom de The Monument. Il s'agit d'une colonne romaine de 61 mètres de haut, située en plein milieu d'une rue et plus précisément à 61 mètres de l'endroit où le grand incendie de Londres débuta en 1666. En sachant ça, ce n'est pas un hasard que le nom complet de cette colonne soit The Monument to the Great Fire of London. L'idée de l'élaboration d'une colonne commémorative naquit 3 ans après l'incendie, et The Monument fut inauguré 8 ans plus tard, en 1877. Sur son socle est visible une plaque qui rappelle quelques détails de cet événement tragique. L'incendie débuta dans la pâtisserie officielle du roi à cause de fours mal éteints. La majorité des bâtiments étant faits de bois, couplés à un été particulièrement sec, permirent au feu de se propager rapidement à travers la ville. Pendant 4 jours, les flammes ravagèrent les habitations et terrorisèrent les habitants, réfugiés au niveau du fleuve, et qui n'avaient à disposition que des seaux et quelques jets d'eau. Au total, 86% de la ville fut touchée par l'incendie. Un tiers des bâtiments furent totalement détruits et 130 000 personnes se retrouvèrent sans foyer. Pour les plus courageux, il est possible d'accéder à la plateforme du monument en affrontant les 331 marches qui la séparent du sol. Et croyez-moi, c'est pas facile. Auparavant totalement ouverte, des grilles y furent ajoutées suite au suicide de 6 personnes entre 1788 et 1842. Cependant, cette anecdote morbide est totalement effacée par la vue panoramique de la ville qui s'offre à nous. Je vous propose de nous diriger vers 3 lieux tout à fait étonnants et, ma foi, très intéressants. Mais avant cela, faisons un petit crochet par un monument unique en son genre. Il s'agit de la tombe de Giraud, un terrier arrivé au Royaume-Uni avec l'ambassadeur allemand Leopold von Husch en 1932. Malheureusement, en 1934, alors que Giraud s'amusait dans le jardin de l'ambassade, il mordit un câble et fut électrocuté. L'ambassadeur, attristé par la mort de son ami canin, lui érigea cette humble stèle sur laquelle fut gravée l'inscription suivante. Giraud, un compagnon fidèle, Londres, en février 1934. Hoche. Triste et jolie histoire, me direz-vous. Mais en quoi cette pierre tombale est-elle unique en son genre? Eh bien, en 1933, après la prise du pouvoir par Hitler, l'ambassadeur Hoche et Giraud commencèrent à représenter le Troisième Reich. Ce qui fait de la tombe de Giraud la seule et unique sépulture nazie de Londres. Rendons-nous désormais à quelques minutes à pied de la gare de Saint-Pancras, à la St. Pancras Old Church, l'un des plus anciens lieux de culte chrétien de l'Angleterre qui était déjà utilisé lors du IIIe siècle. Son ancien cimetière, converti en parc public, abrite un arbre des plus curieux, le Hardy Tree. Ce frêne tient son nom du poète et romancier Thomas Hardy qui, avant de se tourner vers l'écriture, étudiait l'architecture.
Dans les années 1860, les lignes de chemin de fer de Londres étaient en pleine expansion, et l'une d'entre elles allait affecter le cimetière de l'église de Saint-Pancras. Une firme d'architecture prit en charge l'exhumation et le réenterrement des dépouilles à distance de la future voie ferrée. L'organisation de ce projet quelque peu dégradant fut assignée à Thomas Hardy, alors jeune employé de l'entreprise. Cependant, une fois le gros œuvre réalisé, des centaines de pierres tombales subsistaient, sans que personne ne sache quoi en faire. Hardy eut alors l'idée de toutes les placer autour d'un frêne qui ne serait pas affecté par la voie ferrée. Au fil des années, l'arbre continua de grandir et nous offre aujourd'hui un tableau où vie et mort demeurent en parfaite harmonie. Si vous souhaitez quitter le centre de Londres, vous risquez d'être quelque peu étonné en vous promenant le long de Mandela Way. En effet, vous tomberez nez à nez avec un authentique tank soviétique T-34. Affublé par les londoniens du doux surnom de Stampy, il aurait servi à l'armée tchèque lors de la bataille de Prague en 1968, avant d'être amené à Londres pour les besoins du tournage du film Richard III. En 1995, celui-ci fut racheté par Russell Gray, un businessman local. Par la suite, Gray demanda à la mairie de Southwark l'autorisation de construire sur son terrain situé sur Mandela Way, mais sa requête fut refusée. L'esprit revanchard, il demanda la permission d'y placer un tank. Les membres du conseil municipal, pensant qu'il parlait d'une fosse septique, approuvèrent sa demande. Il plaça alors le char sur son terrain, le canon pointé droit vers les bureaux du conseil municipal. Freaking genius. Désormais, Stampy sert de support au street art, notamment pour faire passer des messages de paix. Il est désormais temps de nous orienter vers notre toute dernière destination, la Wellcome Collection. Inauguré en 2007, ce musée est inspiré du Wellcome Historical Medical Museum, fondé en 1913 par le collectionneur Henry Wellcome. Le Wellcome Collection propose 2 expositions permanentes et quelques expositions temporaires, portant pour la plupart sur divers sujets de la santé et de la médecine. Medicine Now est l'une des 2 expositions permanentes du musée. Comme son nom l'indique, elle a pour thème la médecine. Plus précisément, les idées relatives à la médecine depuis la mort de Henry Wellcome en 1936. On y trouve par exemple une bibliothèque contenant l'entièreté du code génétique humain, dont on peut consulter un extrait. Je vous assure que c'est pas des petits points, c'est des lettres. On y retrouve également un échantillon de laine et des excréments de la brebis Dolly, le premier mammifère cloné de l'histoire. Une section de l'exposition est dédiée à la malnutrition, avec une comparaison entre des portions saines et des portions malsaines de plusieurs aliments, et ça. Au niveau de la section dédiée au corps humain, un squelette nous prouve que certaines personnes ont bien le cerveau au niveau de l'entrejambe et vice versa. Enfin, on peut également y observer une très jolie découpe d'un corps humain, et bien plus ludique, une statue transparente avec un système de lumière qui permettent de mettre en évidence les organes souhaités. Au moment de ma visite, l'exposition temporaire était dédiée aux dents à travers l'histoire. Autant vous dire que pour les personnes phobiques des rendez-vous chez le dentiste, ça devait pas être le paradis. Au cours de sa vie, Henry Wellcome a, selon les dires des propriétaires du musée, amassé bien plus d'1 million d'objets à travers le monde. L'exposition permanente Medicine Man, ma préférée, nous permet d'en observer une partie, avec un ensemble d'objets reflétant la façon dont, au fil des siècles, les gens ont appréhendé la naissance, la vie, la santé, la sexualité et la mort. Parmi les objets exposés, vous retrouverez ces magnifiques sandales de fakir, qui feraient pâlir la plus belle paire de mocassins, une pipe à opium et une pipe de la paix. Peut-être qu'il fumait ça avant d'enfiler les sandales. Mais aussi de charmants morceaux de peau tatouée. Trop mignon. On a aussi une magnifique ceinture de chasteté qui fait très envie, et des appareils anti-masturbation. Trop mignon. Niveau médecine, qu'est-ce qu'on a? Une série de tableaux qui représentent des interventions médicales, mais pas que, une version antique de Dr Maboul, et des jolis yeux de verre. En vrai, ils sont vraiment jolis. On peut également voir une collection de dents humaines, ce qui est assez creepy, et d'anciens instruments médicaux, ce qui est assez stylé. Vous appréciez les instruments médicaux? Ah mais ça tombe bien, il y en a plein d'autres. Regardez comme ils sont jolis. Trop mignon. Désolé. Bon, en voyant l'attirail de lames, scies et pinces en tout genre, autant vous dire qu'à l'époque, aller chez le médecin, c'était pas une partie de plaisir. T'arrivais avec une conjonctivite, tu repartais avec 2 doigts et 4 dents en moins. Bon, j'ai volontairement évité une catégorie d'objets exposés jusqu'à présent, mais malheureusement, il est temps que j'en parle. Je déconne, c'est mes objets préférés. Allez, voici les objets relatifs à la mort. On commence doucement avec des masques funéraires qui sont pour le coup plutôt stylés. Puis il y a cette chaise de torture qui nous fait nous rendre compte qu'être debout, ce n'est pas si mal finalement. En anglais, un vanitas, c'est une œuvre d'art qui exprime le caractère éphémère de la vie, la futilité du plaisir et l'inévitabilité de la mort. Celui-ci, une réplique de la tête de la reine Elisabeth I réalisée partiellement en cire, remplit parfaitement son rôle. En parlant de tête, l'une des vitrines de l'exposition contient une authentique lame de guillotine. Cette dernière fut utilisée lors de l'exécution de Jean-Baptiste Carrier, un Français ayant commis des atrocités de guerre pendant la Révolution. Pour l'anecdote, au cours de l'histoire, c'est plus de 40 000 personnes qui furent exécutées publiquement par celle que l'on surnommait Madame Guillotine. Et la dernière des exécutions par guillotine en Europe eut lieu à Marseille le 10 septembre 1977.
Pour continuer sur ce joyeux sujet qu'est la mort, on peut également observer des canopes, des jarres dans lesquels les Égyptiens inséraient les viscères embaumés des défunts momifiés afin que leurs organes bénéficient d'une protection magique pour leur voyage vers l'au-delà. Enfin, et en parlant de momie, voici celle d'un homme péruvien daté aux alentours du XIVe siècle. Je vous avoue qu'en tombant nez à nez avec celle-ci, on ne se sent pas forcément très à l'aise. Et c'est sur cette relique déconcertante que va se conclure notre voyage, au cours duquel nous avons pu voir qu'en partant à la découverte de Londres, on peut tout aussi bien s'émerveiller devant le mythique Buckingham Palace que se faire surprendre par une momie vieille de 700 ans, recroquevillée dans la pénombre d'une pièce exposant un tas d'objets dérangeants. Ce 5e épisode de la découverte est désormais terminé, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en likant et commentant la vidéo, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, c'est le meilleur moyen d'augmenter la visibilité de la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et en attendant, je vous dis à plus tard.